Alors, je viens d'arriver. Je suis en train d'attacher mon vélo. Je viens de traverser toute la ville et je viens d'arriver à Boulogne parce que notre prochaine invitée habite ici. Allô ? Oui, c'est nous, c'est Elsa et Marie. Je vous ouvre. Merci beaucoup. Alors, on arrive. Là, on vous décrit tout. On est dans un escalier et alors, devant nous, il y a une collection de boots. Un truc de dingue. Alors, celle-là, il y a des strass. Celles-là, elles sont en cuir. Une moto. Attention de ne pas la faire tomber. On a vraiment rendez-vous avec une rockeuse, c'est pas possible. Vous l'avez connue animatrice emblématique de la chaîne TF1, à la tête d'émissions cultes comme 50 Minutes Inside, Danse avec les stars ou Masterchef. Pendant des années, elle a fait vibrer le petit écran avec son énergie pétillante et son goût pour les grands shows. Mais un jour, à 47 ans, elle a décidé de tout quitter pour suivre une passion qui brûle en elle depuis toujours, le rock. Aujourd'hui, Sandrine Quétier, c'est ça. Ou encore ça. Une chanteuse engagée, une rockeuse assumée et surtout une femme libre qui prouve qu'il n'est jamais trop tard pour se réinventer ou plutôt se retrouver. Avec ses musiciens, elle enflamme les scènes à travers la France et vous allez l'entendre, elle est bien à sa place. Alors nous, bien sûr, on s'est demandé quel rôle la ménopause a pu jouer dans cette belle métamorphose. Sandrine Quétier nous dit tout. Et puis, écoutez bien, on a eu une invitée surprise qui nous a donné l'occasion d'une belle discussion entre femmes. Je vous laisse la découvrir. Allez, c'est parti, joie, ménopause et rock'n'roll. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va bien, on va se tutoyer. Ah bah grave. En même temps, on se connaît pas beaucoup. Non, on s'est rencontrés à quelques occasions, on a des copines en commun. Ouais. Mais c'est vrai qu'on se connaît pas. Non. Mais t'as toujours fait partie, j'ai toujours entendu parler de toi par nos copains communs. Oui, c'est ça, on a des tu amis vois communs. Ouais, exactement. Et moi, j'ai été très impressionnée par ton changement de vie. Ah oui ? Parce que tu as fait partie des femmes de ma génération qui ont, tu vois, je me sentais proche de toi, de ton parcours, et tout d'un coup, ton changement de vie me fait me poser des questions. Ouais, me questionner sur le mien, sur mon parcours à moi. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé ? En fait, j'ai toujours toujours été passionnée. Je suis quelqu'un de assez passionné dans la vie, et notamment par la musique. Depuis mon plus jeune âge, je me voyais rockstar, avec une timidité maladive, donc c'était un peu compliqué. Ah oui ? Ouais. Disons que je regardais ça de loin en me disant ils ont beaucoup de chance, c'est super, moi c'est ce que j'ai envie de faire, de la musique. Donc je chantais, j'essayais de déchiffrer les paroles de chansons en anglais, de voir ce que ça voulait dire, bref. Donc la musique a toujours fait partie de ma vie, j'en ai toujours fait. Et en même temps, je me sentais tellement pas légitime, j'avais pas fait de conservatoire, j'avais pas fait tout ça, j'aimais la musique, je vivais la musique, mais vraiment me transportait dans les moments gais, dans les moments tristes. Mais c'est la télé qui s'est enchaînée de manière très agréable. J'ai fait de la musique à côté, bien sûr, puisque j'ai eu plein de groupes de rock, j'ai fait plein de concerts dans différentes formations, jusqu'à il y a à peu près une dizaine d'années où je me suis dit, mais tu peux pas ne pas tenter. Quitte TF1 en 2017, t'as 47 ans. Ouais, 47 ans et tout à prouver quand même. Hein. Est-ce que là, à ce moment-là, t'as une préménopause qui s'installe ou pas du tout ? On en est très loin. Non, j'y suis pas là. Ouais. J'y suis pas. La ménopause, ça arrive à quel Vers âge ? 50 ans, après une année un peu chaotique au niveau de mes cycles. Et moi, elle s'est assez bien passée quand même. Elle s'est assez bien passée. C'est-à-dire que j'ai pas senti les coups de pompe, les machins, voilà. Et je l'avais accepté, ça fait partie du process, ça n'a pas été une révolution. Quand tu dis je l'avais accepté, ça veut dire que tu t'étais renseignée en amont ? Oui, bien sûr, je m'étais renseignée. Et puis, j'ai des copines, on est dans les mêmes âges, donc il y en avait pour qui c'était avant moi. Donc, on en parlait et on se disait, j'en parlais récemment avec elle, j'y me rends compte, quand on avait 20 ans, on parlait de nos sorties, qu'est-ce qu'on fait ce soir, de machin, de mecs, de conneries. Et là, on se retrouve, on parle de nos ménopauses, quoi. Et toi, t'as essayé ça, et toi, t'as essayé ça. C'est assez drôle, finalement. Mais bon,
non, je suis pas en lutte complètement contre ça, comme je suis pas en lutte avec mon physique non plus. J'accepterais volontiers de passer, de prendre un coup de bistouri quand j'en aurais besoin. Pour le moment, j'ai rien fait, mais je suis pas du tout contre, quoi. Si j'ai besoin, bien sûr que je le ferai. C'est génial. Attends, si une femme se sent mieux avec une petite aide, alors je te parle pas d'être défigurée, hein, mais une petite aide, mais 100 fois, oui, bien sûr. Et alors, ça a été quoi tes symptômes? Alors, des bouffées de chaleur de malade. C'est les premiers symptômes, ouais, c'est ça? Ça a été les règles irrégulières, avec des hémorragies, des trucs de malade. Mais vraiment des règles hémorragiques de fou, puis plus rien pendant 3 mois. Ensuite, ça a été les bouffées de chaleur. Un peu de tristesse, peut-être, un peu de, tu vois, de mélancolie, un peu de trucs comme ça, qui n'est pas mon tempérament du tout. Et puis, depuis que j'ai été traitée assez rapidement, en fait. C'est-à-dire, dès que tu as eu tes règles irrégulières, tu es allée voir ton gynéco? Je suis allée voir le gynéco, et puis au bout d'un an sans règles, bon, voilà, au bout d'un an sans règles, tu as la ménopause, et puis moi, je prends un traitement hormonal qui m'a réglé tout, mais de manière. Mais c'est miraculeux, quoi. Je fais beaucoup de sport, j'en ai toujours fait. J'ai pas changé dans mon énergie. J'ai pas l'impression que ça ait changé dans mon énergie. Peut-être que j'ai besoin de dormir. Peut-être que le soir à minuit, je suis un peu plus crevée, mais en même temps, j'ai tellement une vie où je fais 1000 trucs tout le temps. C'est quoi? Je fais beaucoup de sport. Ça veut dire quoi? Je fais du sport 2 à 3 fois par semaine. Je fais de l'électrostimulation, je fais du sport en salle, je marche énormément. J'ai besoin de ça. J'ai besoin parce que quand tu as une activité créative ou tout ça, t'es beaucoup avec avec toi-même. Alors, pas que, hein, mais. Et moi, j'ai besoin tu vois, d'extérioriser un peu tout, quoi. Et puis, j'imagine qu'en écoutant ton dernier single, il y a une énergie aussi particulière. Oui. Donc, je pense que de faire du sport, ça te donne cette énergie aussi. C'est exactement ça. Et puis, de faire du sport, c'est bon pour ma musique, c'est bon pour le théâtre. Là, je suis en tournée en ce moment, c'est pareil. C'est physique, 1h30 sur scène. Hein. Voilà, donc ça te permet de te recentrer. Et c'était drôle, j'en parlais avec les comédiens. Et je disais, quand c'est pas mes scènes et que je suis hors en coulisses, mais je ne m'assois, je fais 100 pas, je suis dans les... Voilà, j'ai besoin de ce truc-là, je sais que j'ai beaucoup d'énergie à canaliser et le sport me permet de la canaliser. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Parce que donc tu dis, moi, j'ai traversé cette période sans trop. Sans trop. C'est-à-dire que ça n'a pas été un... à partir du moment où il n'y a pas de tabou, dans mes amis, il n'y a pas de tabou sur la ménopause, elle s'est plutôt bien passée, elle a été, parce que je l'ai pris en charge aussi, parce que, attends, la période où j'avais les bouffées de chaleur, mais j'étais au bout de ma vie. Hein. Je me réveillais 10 fois, 15 fois par nuit, en sueur. Bien sûr, j'étais au bout de ma vie. Cette période-là, tu vivais avec un homme? Non. Donc tu avais pas, parce que parfois on peut être gêné aussi parce qu'on vit avec un homme. Non, je vivais seule. Je trempais mon lit la nuit. Je me réveillais en sueur, machin. Et j'ai dit, c'est pas possible. Parce que là, du coup, t'es crevé après. Tu vois, tu dors pas, t'es crevé. T'as des coups de pompe dans la journée. Donc là, c'est pour ça que moi, je me suis fait traiter assez rapidement et que, je dirais, en 10 jours, ça avait disparu. Tu vois. Parce que tout de suite, que parfois, quand on commence à se faire traiter, moi, c'est ce qui a été mon cas. Il y a eu quand même quelques mois pour trouver le bon dosage. Non, ça a été nickel. Toi, ça a été tout. Non, j'ai de la chance. ça a été nickel. Je prends pas mal de compléments alimentaires aussi. Tu vois. C'est quoi? Ça veut dire alors, je prends du magnésium, je prends du zinc, je prends de l'oméga 3, je prends de l'acide hyaluronique, je prends des petits complexes de vitamines. Elle dit ça en se touchant la peau. Il faut quand même que vous sachiez que tu es quand même extraordinaire parce que tu as 54 ans. T'as une peau incroyable. On n'a pas parlé de sexe. Ouais. Au moment de la ménopause, est-ce que ça t'a posé un problème à un moment? Ben non, parce que grâce à ces traitements, je n'ai pas eu les symptômes de dessèchement, de choses comme ça. Moi, je n'ai pas connu ça. Alors, ça arrivera peut-être un jour, hein. Mais non, j'ai pas eu. J'ai même peut-être eu une sexualité plus performante. Et puis plus peut-être envie de davantage de sexualité à ce moment-là, ouais. Alors. Est-ce que c'est lié à la ménopause? Est-ce que c'est inconscient psychologiquement pour compenser? Je crois pas. Non, j'ai pas de problème de ce côté-là. Non, franchement, moi ça se passe. Je vois. T'as un amoureux? Oui, j'ai un amoureux. Voilà, c'est tout. On n'en saura pas plus. Non, c'est tout. Là, il y a ma fille qui passe, qui vient de voir. Il y a Lola, je viens de voir juste son dos. Voilà, tu vas la voir de face, je pense. Là, bonjour Lola. Bonjour Lola. Salut. Voilà.
Non, mais t'arrives dans le podcast. Bien, On parle de ma ménopause. On était en train de parler de ménopause. Quel âge vous avez, Lola ? 23 ans. 23 ans. Est-ce que votre maman, elle vous a déjà parlé de ménopause, de la ménopause ? Ouais. Bien. Oui, on en a déjà parlé. Après, est-ce que j'ai été dans chiante ? Les détails non plus. Raconte-moi. Ah tiens, c'est intéressant. Est-ce que j'ai été Est-ce chiante ? qu'elle a été difficile ? Est-ce que c'est une période où tu t'es dit, mais qu'est-ce qu'elle a ? Non, j'ai pas le souvenir de ça. Non, vraiment. Ouais, non. Est-ce qu'il y a un souvenir ? Par rapport à la ménopause, Ouais. Absolument pas. Pourquoi tu sens que t'as été un peu plus relou ? Non, c'est pas plus relou, mais peut-être plus sensible, plus, tu vois, peut-être plus sensible. Et puis c'est quand même un truc dans la vie d'une femme, quoi, tu vois, de te dire que tu peux plus avoir d'enfant. Moi, c'est ça surtout le truc de la ménopause, c'est tu ne peux plus avoir d'enfant. Alors, j'en voulais pas d'autres, chérie. J'en ai déjà 2, mais c'est d'être ok avec ça. Il y a des femmes, elles sont pas ok avec ça, tu vois. Ouais, je comprends. Non. Après, tu m'en parlais un peu que la nuit, t'avais des. Oui, la nuit, t'avais chaud, t'avais des bouffées de chaleur, etc. Mais je me rappelle pas, non, que c'est changer ton comportement. Non, j'ai toujours une mère aimante et adorable. Alors que moi, je suis devenue Hulk. C'est vrai ? Mais un truc, j'étais plus moi, alors que je suis drôle, plutôt solaire, plutôt sympa. J'avais des crises, j'étais hystérique. Genre, je me reconnaissais pas. Et après, je me mettais à pleurer. Ouais. Elle me disait, mais qu'est-ce que t'as ? Je ne sais pas. Et tes enfants, ils en ont souffert ? Ah, mais ouais. Elle peut, alors vraiment, alors, de toute façon, mes enfants, si tu veux, l'engagement, la ménopause, elles en peuvent plus. Ouais. Tu vois, tous ces trucs-là, elles en ont vraiment ras-le-bol. Ah non, mais les manifs. Écoute, moi, ça a duré quand même une bonne année. Une bonne année où ça a été hyper douloureux. Ouais. Mais vraiment douloureux. Mais douloureux pourquoi ? Parce que je me sentais, c'était comme si j'étais dépressive. Alors comme je suis un peu une dépressive latente, tu vois, déjà. Mais il y avait un truc où je voyais tout noir, je pleurais tout le temps, je me reconnaissais pas. J'ai pris plein de kilos. Ouais. Tu vois, j'ai pris 7-8 kilos d'un coup. En fait, finalement, c'est... Bienvenue dans la vie des femmes, Lola. Ça te donne envie ou pas, chérie ? Ça va être sympa. Ouais. Non, mais en fait, finalement, c'est un peu comme les SPM genre, quelques jours avant que tu aies tes règles, en fait. Oui, c'est les mêmes symptômes. Parce que moi, j'ai des symptômes hyper forts. C'est-à-dire que je peux avoir des mini-dep pendant 2 jours, me sentir très, très mal, manger, ne plus avoir le sentiment de satiété. Mais ça dure 2 jours, quoi. Ouais. Donc là, ça dure 1 an. Ouais. Bah, c'est ça. Imagine. Bah, pas cool. Franchement, pas cool. Mais en même temps, tu vois, comme t'as ta maman, enfin, en même temps, le fait maintenant d'en parler, parce que nous, on a une époque où on en parle, avant, on n'en parlait pas, donc les femmes étaient assez seules avec leurs symptômes, on comprenait pas, on savait pas ce qu'on ressentait. Ouais. Tu vois, on savait pas. Souvent, il y a beaucoup de femmes qu'on met sous antidépresseurs parce qu'on leur dit, on pense qu'elles sont dépressives. Ça sera moins chiante. Oui, alors que c'est pas une dépression, c'est juste. C'est hormonal. C'est hormonal. Mais du coup, il y a des médicaments pour pallier à ça ou des choses. Ben, on était en train d'en parler quand t'arrivais. Prendre des traitements. Tu sais, et des traitements. Tu sais, le gel que je mets sur ma cuisse, à l'intérieur de la cuisse, tous les soirs, et le petit cacheton, c'est ça. Ça donne envie ou pas ? Alors moi, moi, le gel, je le mets sur le bras. Toi, tu le mets sur la cuisse. À l'intérieur de la cuisse, ouais. Ah ouais. Et tu te laves tes mains après. Oui, et je lave mes mains après. C'est bien. Et ton petit cachet aussi. Et je prends mon petit cacheton. Et oui, c'est ça. Voilà, elles sont sympas. Ce que je disais, tu vois, quand on a ton âge, on parle d'autre chose. On sait avec les copines, c'est pas. Et nous, on parle de ménopause maintenant, à 50 balais. Bah ouais, non. Tu vois ce qui t'attend, chérie ? Ouais. Bah écoute, il y a pas de souci. En vrai, on va tout le monde, quoi. On va passer par là dans tous les cas. Donc voilà. Ce qu'il y a, c'est que toi, c'est loin pour toi, chérie. Et ça fait quoi d'avoir une maman qui fait du rock ? Du rock ? Bah. D'une maman ménopausée qui fait du rock, je trouve ça génial. Maman a toujours fait des trucs un peu fous. Voilà. Donc moi, en fait, il y a rien qui me choque. Donc je trouve ça trop cool. Je vais la voir à tous ses concerts. Je hurle, je chante, je mets dans mes stories ses sons. Ouais. J'en parle à tout le monde autour de moi. T'es trop fière. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Moi, je trouve ça super cool, quoi. Ouais. C'est trop, il y a beaucoup d'amour là qui se dégage, hein, c'est génial. Mais ouais. Bébé, c'est génial. Je suis incrustée dans le podcast. Mais t'as bien fait. Parce que c'est ça, la ménopause, c'est la famille aussi, c'est l'amour. Bien sûr. C'est l'histoire de nos vies, c'est les up and down et les beaux moments de bonheur. Non, c'est génial. On te souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Bébé. Tu vas travailler là ? Oui, bah oui, il faut que je vous laisse, je suis en télétravail. Ah, t'es en télétravail ? Ouais, j'espère que ma boss n'écoutera pas ce podcast. Écoute, si elle l'écoute, on l'embrasse. Oui, voilà, on t'embrasse. Merci mon amour, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Ce qui est assez dingue, c'est qu'effectivement, il y a l'absence de tabou chez toi, alors que quand même,
as travaillé à la télévision, tu as travaillé dans des milieux où tu vois si tu as des bouffées de chaleur, si tu grossis, si tu vieillis, on te demande quand même. Mais tu sais, là, c'est le discours aujourd'hui avec 6 ou 7 ans de recul par rapport à... tu m'aurais posé ces questions il y a 10 ans, j'aurais peut-être été plus gênée, j'aurais peut-être été... tu vois, en fait, je me suis un peu déconditionnée pour revenir à ce que j'étais. Tu comprends? Parce qu'on te demande quand même à la télévision, alors on va pas dire que c'est un autre personnage parce que c'était moi et je l'assume parfaitement, mais c'est une image de toi, et c'est une image de toi qui est assez consensuelle, c'est une image de toi qui plaît au plus grand nombre, tu vois, c'est une image de toi un peu polissée. Donc, est-ce que je n'avais pas adopté ces codes-là, peut-être? Tu sais, tu réponds à des interviews, tu fais des trucs, tu as des réflexes, hein, tu comprends? Donc, tu te plaques un discours. Et quand tu arrêtes tout ça et que tu te ressentes vers toi et tu dis, OK, alors maintenant, je vais aller au fond de qui je suis vraiment, bah, du coup, tu as ta véritable personnalité qui rejaillit. Et c'est vrai que je viens d'un milieu où mes parents, on ne parlait pas, il y avait beaucoup de tabous. Ma maman ne m'a jamais parlé de la ménopause. Hein. Et je me suis toujours dit que moi, je reproduirais pas ça avec les miens. Et on a une parole assez libre dans mon cercle d'amis. Je suis allée peut-être vers des gens justement qui avaient cette liberté de parole parce que quand j'étais plus jeune, je les admirais. Je disais, pouvoir parler là-dessus, sur des choses aussi intimes et tout ça. Et je pense que finalement, ces personnes, quand elles le peuvent, bah, voilà, plus tu es proche de ce que tu es et plus tu vis bien finalement. Plus tu es proche de tes ressentis. Alors, ça ne veut pas dire ne pas avoir zéro filtre, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais le fait de ne pas avoir de tabou et de mettre des mots sur les choses, bah, ça fait que les choses, bah, tu les vis quand même 100 fois mieux, quoi. 100 fois mieux. Et est-ce que tu penses que là, passé la cinquantaine, on dit souvent que les femmes, après la ménopause, il y a une espèce de puissance, tu vois, qu'on ressent. Tu passes par une étape, après une certaine étape de désagrément, tu passes par une étape assez florissante. En fait, ce qui se passe, c'est que cette ménopause correspond à un moment où j'ai changé de vie. Donc, de toute façon, moi, je passe par un truc florissant et, tu vois, et je ne sais pas quelle est la part de la ménopause ou pas. J'ai changé de vie, j'avais 47 ans, j'étais pas encore ménopausée, mais la ménopause m'a accompagnée lors de tout mon process et n'a pas été un frein, ce que je veux te dire. Ouais. Donc, est-ce que la ménopause, peut-être que pour moi, finalement, c'est une sorte de renaissance de ce que je suis intimement et profondément. Certainement. Tout à l'heure, tu as dit, je me sentais pas légitime de faire la musique, mais tu t'es jamais senti pas légitime de faire la télé? Je me suis sentie illégitime dans tout. Ah, oui. C'est-à-dire que toutes les années où je faisais de la télé, je me disais, oh là là, bon allez, serre les fesses, Sandrine, t'as encore une année, ça y est, ils t'ont pas démasqué, quoi. Ils n'ont pas vu à quel point t'étais nulle, là. Ils s'en sont pas rendus compte. Oui, bien sûr. J'ai tellement pas confiance en moi. Encore aujourd'hui? Alors, là, à mon âge, quand même, ça va un petit peu mieux. Quel âge tu as? 54. À 54 ans, on a confiance en soi? Alors, on a davantage confiance en soi. Après, je pense que c'est un tempérament aussi, tu vois. Moi, j'ai été une enfant très sensible, très fragile, très timide. D'aller demander du pain dans une boulangerie, j'en étais malade quand j'étais gamine. J'avais pas beaucoup de copains. J'étais vraiment une enfant assez particulière. Donc, je reviens de loin, tu vois, si tu veux, émotionnellement, je reviens de loin. Et je pense que c'est pas un hasard que j'ai fait des métiers comme ça. C'est-à-dire que à chaque fois, je me suis dit, il faut que tu affrontes tes pires peurs. J'ai la peur du vide, j'ai fait du saut à l'élastique. Et je suis timide, je me suis dit, quelque part, de manière inconsciente, de faire de la télé. C'était un moyen. Ça te met au pied du mur, en fait. Ouais. La télé est arrivée par hasard, en répondant à une petite annonce. Donc, tu peux raconter? Je venais de terminer mes études et ça faisait 1 an que je travaillais pour un groupement d'opticiens, un peu loin de la musique. Et mon rêve ultime, c'était on a le droit de dire des marques ou pas? Oui, oui. Mon rêve ultime, c'était d'intégrer le groupe Ricard, parce que tu avais les Ricard Live, qui étaient des tournées de rock un peu partout. Et je me disais, je veux bosser pour eux. Et puis un jour, je répondais à des petites annonces de boulot, tu vois, ça faisait 1 an et demi que j'étais là. Là, t'avais quel âge? J'avais 24 ans. Et je tombe sur une petite annonce dans l'IB qui disait La Française des Jeux recherche animatrice, même débutante. Et puis je venais de répondre, d'envoyer une candidature spontanée à Ricard Live, que j'ai pas eu d'ailleurs, j'ai jamais eu un entretien. Et j'ai répondu à La Française des Jeux. Et contre toute attente, 15 jours après, ils m'ont appelé. Alors à l'époque, il n'y avait pas les portables, je te parle d'un temps révolu. Ils m'ont laissé un message sur mon répondeur téléphonique chez moi. Et je pensais que c'était des potes qui me faisaient une blague. Parce que j'avais dit à mes copains, j'ai fait ça, mais j'avais oublié. Et donc je réponds pas. Et puis 3-4 jours après, on me rappelle. Et puis là, je me dis, c'est peut-être pas une blague. Donc ils m'ont dit, on est intéressé pour vous voir, pour faire passer un casting.
Alors, j'étais un peu, j'étais OK, super. Bah, j'avais demandé en même temps, j'avais postulé. Hein. Et je me souviens, j'étais sur un salon professionnel à la porte de Versailles, le salon de la lunette. Et je leur ai dit, écoutez, je suis un peu embêtée, je peux pas venir à l'heure, vous me convoquez, je sais plus quelle heure, parce que moi, j'ai ma pause déjeuner entre midi et 2. Et donc, ils m'ont dit, OK, banco pour midi et 2. Donc, je suis allée à la Française des Jeux. J'ai passé des essais. Pas de nouvelles. Et puis 3 semaines après, on m'a rappelé en me disant, c'est vous qui êtes sélectionné. Incroyable. J'ai dit, comment ça, c'est moi qui suis sélectionné. Comment dit, ça? Oui, venez, il y a une formation, un training, tout ça. Donc un peu révolution, parce que j'avais un job, à l'époque, il n'y avait pas tellement de télétravail. Hein. J'avais un job à plein temps. Donc j'ai pris une journée, je suis allée à la formation, ne sachant pas vraiment, parce que très naïf, que finalement c'était une sorte de test aussi, de confirmation. Ça s'est super bien passé. Ils m'ont dit, c'est bon, tu démarres dans 3 semaines. Donc là, changement de vie. Déjà, premier changement de vie quand même. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je voulais pas lâcher. J'ai un côté très raisonnable, très un peu besogneux, tu vois. Donc, je voulais pas lâcher mon boulot. Donc, j'ai dealé un mi-temps. Donc, le mardi et le jeudi, j'étais en direct sur France 3 pour le tirage du loto. Et les autres jours, j'étais dans ma société. Ah ouais. Et ça a duré comme ça à peu près 3-4 mois, jusqu'à ce que Anne Marcassius m'appelle. Enfin, à l'époque, c'était TF1. Elle produisait une émission qui s'appelait Minuit l'heure du clip. Ils savaient que j'adorais la musique. Et j'ai présenté pendant, je crois, une saison, des intégrales sur des artistes français pour TF1. Avant d'être appelée par M6 pour présenter Les Piégeurs. Voilà, ça s'est passé comme ça en gros. Tout s'est passé comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'histoire du kéno aurait très bien pu s'arrêter après le kéno et je serais retournée, j'aurais peut-être fait de la musique beaucoup plus tôt, tu vois, de manière professionnelle. Est-ce qu'il y a eu un moment où je pense à ça, parce que c'est une question qu'on pose un peu à toutes les personnes qu'on a rencontrées, qui font des métiers comme ça avec leur physique. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où tu as ressenti qu'on te faisait comprendre que tu avais pris un peu d'âge? Non, ça franchement non. Du poids, oui. Ah oui? C'est-à-dire que tout au long de ma carrière à la télévision, je surveillais mon poids en permanence. Même si on te le disait pas, c'est tellement induit. C'est comment ça? Tiens, cette robe-là, elle te met pas en valeur, elle te serre un peu, elle te machin. Et donc alors je suis pas d'une nature à être ronde, mais je prenais du poids comme tout le monde. J'aime manger, je suis une bonne vivante. Et ça, j'en suis complètement débarrassée aujourd'hui. Ça, c'est un truc que tu peux pas savoir. Je me rendais pas compte, avant d'arrêter la télé, à quel point, inconsciemment, j'étais formatée en me disant, bon, allez, faut que tu sois comme, mince, souriante, avenante. Donc, tu faisais très attention non, à ce... Non. Oui et non, par phase, en fait. Non, je suis pas un contrôle fric, mais c'était très régulièrement dans mon esprit. Toi, t'es une femme, tu te sens engagée? Oui, je suis engagée sur mes combats, je suis engagée sur mes combats sur la place des femmes, je suis maman, je suis sœur, je suis fille. Oui, bien sûr, je suis engagée. Je me sens engagée aussi. On a des discussions avec les enfants sur un monde plus paisible et plus apaisé. Est-ce que après je vais militer? Non. Et mes textes sont beaucoup sur le consentement. J'ai des textes qui sont quand même... C'est ma manière à moi de m'engager, je pense. Là, j'ai un morceau qui sort vendredi prochain qui est là-dessus, sur le consentement. J'ai des textes sur la place faite aux femmes. J'ai des textes sur les serial killers. Voilà, j'ai des textes sur aussi la nécessité de se regarder dans une glace et de se dire, est-ce que je suis à ma place en ce moment? Est-ce que je me fais pas des cachettes et est-ce que je me mens pas à moi-même? Voilà. Est-ce que tu te sens à ta place en ce moment? Oui. Ouais. Oui, tu as l'air très ancrée. Ouais. Oui, je suis à ma place dans ce que je fais, exactement. Est-ce que j'ai accepté l'idée, parce que quand tu fais du rock à 50 ans, c'est pas comme quand tu fais du rock à 20 ans. T'as pas le même public, t'as pas les mêmes choses. Est-ce que c'est OK si ma musique, si je deviens pas Madonna ou Beyoncé? Oui, c'est parfaitement OK. C'est pas pour ça que je le fais, en fait. Je le fais parce que ça me parle, ça me procure des émotions, ça me nourrit. J'ai des choses à dire. Et effectivement, je pense que mon engagement, il est là. Il est dans mes textes. Maintenant, je fais ce que je veux quand je veux. C'est quand même extraordinaire. Mais qui fait ça? Quel est le luxe le plus ultime que ça? De pouvoir disposer de son temps pour faire ce qu'on a envie de faire. C'est pour moi le luxe ultime. Vraiment. Et tu peux faire ça parce que, effectivement, tu as gagné beaucoup d'argent pendant toutes ces années. Exactement. Et parce que je vis bien, mais j'ai des choses... je vis bien et j'ai moins... Et t'as moins envie, en fait. T'es moins dans un truc de consommation, de par la période, l'époque, et puis de par aussi... 50 ans, voilà quoi. C'est bon. Qu'est-ce que tu dirais à la Sandrine d'il y a... Qu'est-ce que je dirais à la Sandrine d'il y a 20 ans? Je dirais, mais t'inquiète pas, Sandrine, je te jure, arrête d'être angoissée, ça va bien se passer. Crois-moi, ça va bien se passer, Sandrine, arrête. Tu peux me le dire à moi aussi? Oui, Elsa, ça va bien se passer, arrête, ok? Et confiance en toi, ça va bien se passer. J'ai envie de pleurer rien que tu te dises ça. C'est vrai. Ok.
D'accord. Alors, on se dit ça. Ça va bien se passer. Bien sûr que ça va bien se passer. Merci beaucoup, Merci, Sandrine. Elsa. Merci vraiment de nous avoir accueillis. Chouette. Bon, les princesses. Merci beaucoup vraiment de nous avoir reçus chez toi. C'était chouette. C'est le moment dans mon bordel de déménagement. Et bon retour, les filles. Merci beaucoup. Audace et liberté, voilà les mots qui me viennent après cette belle rencontre avec Sandrine Quétier. Et pour que la ménopause soit synonyme d'un nouvel élan, il faut aussi aller chercher tout ce qui peut nous aider à rester en forme physique mais aussi psychique. Alors pour cet épisode, c'est le psychiatre et spécialiste en psychonutrition, mon chouchou, Guillaume Font, qui va nous aider à mieux manger pour éviter la déprime et le brouillard mental. Alors dites-moi Guillaume, quel est l'impact de notre alimentation sur les symptômes de la ménopause ? Alors, il est certain que l'alimentation joue un rôle dans l'impact de la ménopause sur la santé mentale des femmes. C'est-à-dire que la ménopause, bon, c'est pour toutes les femmes, mais par contre, l'âge de début de la ménopause est influencé par certains facteurs alimentaires, il y a des études dessus. L'intensité du bouleversement peut être complètement déterminée par l'alimentation. Comment ça marche en fait? Ça fonctionne surtout par un mécanisme d'inflammation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une alimentation qu'on peut nommer inflammatoire, et c'est ce qu'on appelle plus largement le régime occidental, c'est-à-dire une alimentation très transformée, très riche en sucre rapide et souvent en sucre caché. Parfois, on n'a même pas conscience qu'on absorbe du sucre. Très riche en graisses saturées, en sel, en additifs de toutes sortes, arômes, colorants, conservateurs. Et tout ceci, en fait, va créer un terrain inflammatoire, ce qu'on appelle une inflammation chronique de bas grade. Et sur cette inflammation chronique arrivent divers événements, dont la ménopause, mais ça peut être également le syndrome des ovaires polykystiques, ça peut être le cancer, ça peut être l'hypertension, le diabète, ça peut être plein de choses. Et l'inflammation, en fait, est un mécanisme qui accélère le vieillissement de nos organes, y compris le cerveau. Et donc la ménopause va avoir beaucoup plus d'impact sur la santé mentale si on absorbe tous les jours dans son assiette une alimentation inflammatoire et pauvre en nutriments essentiels. Mais comment ça marche ? Qu'est-ce qui se passe en fait dans mon cerveau quand j'ai une inflammation chronique et je suis en ménopause par exemple? Le tryptophane en fait, qui est le précurseur de la sérotonine, va être court-circuité, il va être shunté en fait vers une voie inflammatoire. La conséquence de ça, c'est que la sérotonine va baisser dans le cerveau. Et donc en fait, l'antidépresseur, en fait, c'est un médicament qui fait remonter le taux de sérotonine artificiellement dans la synapse, donc dans la fente entre les neurones. Mais mon point, c'est de dire, en fait, la vraie solution, c'est de faire cesser l'inflammation qui détourne le tryptophane. Et donc, c'est là où les nutriments et l'alimentation jouent un rôle, puisqu'en fait, on voit en fait que dans l'assiette, c'est là que tout se joue à la base, même pour les autres facteurs, parce qu'en fait, la ménopause bénéficie, par exemple, de l'activité physique. La natation, par exemple, a été montrée comme bénéfique pour la santé mentale des femmes en ménopause, et pas que. Enfin, le yoga est recommandé dans les recommandations canadiennes pour la santé mentale. Il y a plein d'activités positives qui améliorent les symptômes psychiques de la ménopause. Mais pour faire cette activité physique, il faut de l'énergie, il faut de la motivation. Donc, si l'alimentation déjà n'apporte pas cette énergie, cette bonne énergie-là, en fait, on n'arrive pas à faire le levier. Donc, c'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus. Pour moi, c'est à l'origine de tout. Et alors, qu'est-ce qu'on peut manger pour booster enfin son taux de sérotonine ? Il n'y a pas d'aliment qui booste la sérotonine. Donc, les gens qui ça, ils abusent. Enfin, c'est des raccourcis vraiment trop raccourcis. C'est, voilà. Pour moi, les compléments alimentaires peuvent vraiment être utiles et ne sont pas à mettre de côté. Et la raison pour cela, c'est qu'il y a des essais contrôlés randomisés contre placebo qui ont montré une efficacité de certains compléments alimentaires dans la ménopause. Et j'insiste, alors moi je me limite sur la santé mentale de la ménopause. Je n'ai pas regardé toutes les études sur la ménopause, je me suis vraiment focalisé sur celles où il y a un volet cerveau et santé mentale dedans. Et les conclusions de cela, alors c'est que déjà, il n'y a pas assez de recherche et il faut augmenter la recherche par rapport à d'autres domaines. On a beaucoup d'études sur la dépression, on en a moins sur la dépression périnatale, mais on en a, et on en a encore moins par contre sur la ménopause et sur le syndrome prémenstruel par exemple. Donc il faut augmenter cette recherche-là, ça c'est certain. Et au vu des données actuelles, ce qu'on peut dire, c'est que les compléments les plus intéressants sont les oméga-3 et la vitamine B9 active qui s'appelle le méthylfolate, qui est en fait un cofacteur de synthèse de la sérotonine justement. Donc ça peut vraiment aider à augmenter le niveau de sérotonine dans le cerveau. Les oméga-3 donc ont prouvé leur efficacité et donc en fait les mécanismes d'action ils sont très connus. En fait, ils aident à la synthèse des membranes des neurones, c'est des fluidifiants pour les neurones, donc ils sont anti-inflammatoires en plus.
Et quant à la vitamine D, elle agit sur l'inflammation et le stress oxydatif lié à la ménopause, mais n'a pas à ce jour démontré d'efficacité sur la santé mentale de la ménopause. Mais déjà, si ça améliore l'inflammation et le stress oxydatif, on peut imaginer logiquement que ça va améliorer aussi des problèmes de santé mentale. Après, les autres nutriments n'ont pas été correctement testés, donc en fait, c'est qu'on manque de données. Mais moi, je pense que, par exemple, il n'y a pas de raison que le zinc ne soit pas intéressant, parce qu'en fait, il renforce le système immunitaire et il a prouvé son efficacité en santé mentale dans la dépression, par exemple. Donc, il n'y a pas de raison qu'il n'aide pas les femmes ménopausées. Et puis, avec la fameuse B9 active, il y a cette fameuse combinaison B9, B6, B12 qui, en fait, a montré une efficacité dans la prévention du déclin cognitif, donc du vieillissement du cerveau. Et donc là, comme en période de ménopause, on est dans la période de la vie où on commence justement à se préoccuper du déclin cognitif par anticipation, parce qu'on sait qu'on arrive souvent trop tard, en fait, quand on s'intéresse au déclin cognitif. Souvent, on commence à s'y intéresser vers l'âge de 60-70 ans, alors qu'en fait, c'est un processus qui est très, très progressif et qui commence à partir du milieu de la vie. Donc, en fait, la période de la ménopause, c'est aussi le bon moment de se préoccuper aussi de prévenir ce qu'on appelle l'inflammaging, c'est-à-dire le vieillissement accéléré lié à l'inflammation du cerveau. Et donc, concernant le brouillard cognitif, en fait, il y a un acide aminé qui est très intéressant, qui n'a pas été étudié dans la ménopause, mais qui, je pense, peut être extrêmement intéressant, qui est la théanine. La théanine, c'est un acide aminé qu'on trouve dans le thé vert, matcha et gyokuro, et qui explique en fait, par contre, le thé vert, lui, il a été très étudié pour plein de vertus, et par contre, sa consommation est limitée dans les recommandations à 4 tasses par jour, parce que notamment chez les femmes, il provoque des anémies en fait en baissant l'absorption du fer végétal. Et donc, la théanine, c'est un extrait du thé vert qui évite ces problèmes d'anémie, justement, et qui ne garde que le principe actif, en fait. Ça va à la fois diminuer le glutamate, qui est un neurotransmetteur excitateur, donc tout ce qui va être lié à l'anxiété, à l'hypervigilance, aux troubles du sommeil, et améliorer le GABA, qui est un neurotransmetteur de la relaxation. En fait, c'est celui qui est visé par les anxiolytiques, en fait, comme l'alprazolam, le Xanax, l'Exomil, tout ça. Et sauf qu'il n'a pas les inconvénients, la théanine n'a pas les inconvénients des anxiolytiques, c'est-à-dire qu'elle ne crée pas d'addiction, elle ne crée pas de syndrome de sevrage, elle ne diminue pas la vigilance, au contraire, elle améliore l'attention. Il y a beaucoup de personnes qui décrivent justement une amélioration du brouillard mental, en fait, avec la théanine et avec les oméga 3 et la vitamine D également. Donc ça, ce brain fog, ce brouillard mental, en fait, c'est effectivement quelque chose qui peut vraiment bénéficier des compléments alimentaires. En résumé, en fait, avec ce qu'on sait aujourd'hui des données scientifiques, la meilleure chose à faire quand on prépare sa ménopause ou qu'on est déjà en période de ménopause pour améliorer sa santé mentale, c'est d'avoir l'alimentation la moins transformée possible et en faisant la chasse au sucre caché, donc en regardant bien les étiquettes et dès qu'il y a du sucre dans les ingrédients, d'essayer de trouver d'autres marques ou des alternatives. Et il y a plein de choses à faire pour continuer à se faire plaisir avec l'alimentation sans se priver, mais en diminuant drastiquement les apports de sucre caché. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. En termes de compléments alimentaires, en fait, on manque encore de données, mais pour l'instant, c'est quand même les oméga 3 et la vitamine B9 active, le méthylfolate, qui ont les meilleurs niveaux de preuve d'efficacité sur la santé mentale des femmes en ménopause. La vitamine D est très importante pour gérer l'inflammation liée à la ménopause. Et concernant d'autres nutriments potentiellement très intéressants, c'est juste qu'ils n'ont pas encore été testés. Et je pense notamment au zinc et à la théanine, notamment, qui sont, voilà, je pense, les nutriments qui devraient être testés en priorité pour la santé mentale des femmes en ménopause. Alors, on observe vraiment une réelle amélioration des symptômes? Dans les témoignages que je reçois quotidiennement, en fait, à la fois sur ma chaîne YouTube et sur le compte Instagram que j'anime, en fait, j'ai beaucoup de retours de femmes en périménopause ou en ménopause et qui me rapportent en priorité, en fait, l'amélioration des up and down. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent. Donc, une stabilisation de l'humeur, des émotions, donc moins de fluctuations d'émotions. Et aussi une clarté mentale, en fait, une amélioration du brouillard mental avec aussi plus d'énergie. Et parfois, ça va même à des témoignages où les personnes m'écrivent je redeviens la femme que j'étais, en fait. Ce sentiment à nouveau de se retrouver, en fait, de retrouver le cerveau qu'on avait avec la santé mentale qu'on avait auparavant. Et il y a vraiment des choses à faire et en fait, prendre conscience que voilà, la ménopause est une période de transition, mais de bouleversement hormonal et qu'on peut, entre guillemets, surfer sur ce bouleversement, en fait, justement en prenant les bonnes décisions à la fois pour la ménopause, mais pour
ce qu'on appelle la post-ménopause, c'est ce qu'on appelle les étapes de crise au sens grec du terme, hein, c'est-à-dire vraiment un changement d'état énergétique. Donc c'est pas quelque chose de dramatique puisque c'est quelque chose qui fait partie de la vie, mais qui est l'occasion en fait de revoir intégralement son mode de vie, y compris son activité physique, sa sédentarité, ses connexions sociales, son lien avec les autres, son exposition à la nature, à la luminosité, enfin tous les facteurs du mode de vie qui permet d'améliorer sa santé mentale. Et donc, c'est le bon moment, en fait, de prendre les bonnes décisions pour prendre soin de son cerveau et de sa santé mentale. Merci Dr Guillaume Font pour ces pistes très intéressantes à explorer. Vous pouvez en savoir plus sur les liens entre nutrition et santé mentale avec son livre « Manger mieux pour ne plus déprimer » aux éditions Odile Jacob. Et un immense merci évidemment à Sandrine Quétier pour son énergie et sa bonne humeur tellement inspirante. Courez écouter son dernier single « Caching ». Cet épisode a été réalisé par Marie Braun, mixé par Célia Brondeau et mis en musique par Alban Claudin. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!